sais, Raphaël, je vais te dire un truc. Je me baladais un peu dans le parc, là, comme ça, Ouais. et je me disais, il y a peut-être une bestiole éventuellement que tu pourrais encore chercher à voir. C'est un truc que je maintenais quand j'étais étudiant, c'est la Sternotherus carinatus, ça s'appelle. Je sais pas si tu connais, en fait, c'est des tortues un peu marcheuses, tu vois, avec des grosses pattes, une gueule un peu imposante, bon, qui reste petite, mais avec un joli bec, etc. Je sais pas si jamais ça... Si, je vois ce que c'est, ouais. Mais je vais te proposer d'aller voir autre chose qui est relativement intéressant, mais surtout beaucoup plus impressionnant. Ok. Allez, on y va. T'as des sternos, du coup? Et tiens, regarde, c'est l'espèce dont je t'ai parlé. Ah ouais, d'accord. Elle est balèze, ta Sternotherus. Ouais, sauf que c'est pas une Sternotherus. Bonjour à tous, bienvenue sur mon petit Python. Aujourd'hui, on est donc à Paddy Park avec Raphaël, donc le gérant justement du parc, et on va parler d'une tortue, une tortue aquatique qui fait polémique, une tortue aquatique que vous connaissez sans doute déjà, une tortue aquatique, et on va pas se mentir, n'est pas pour tout le monde, voilà, loin de là. Cette tortue, c'est la Chelydra serpentina qui est juste derrière nous. Raphaël, première question que j'ai envie de te poser, c'est globalement, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette tortue? D'où est-ce qu'elle vient? Où est-ce qu'elle vit? Etc. Ok. Bah, écoute, c'est une tortue aquatique qui vit essentiellement aux États-Unis et au Canada, normalement. Le gros souci avec cette espèce, c'est qu'effectivement, malheureusement, elle a été commercialisée chez nous fut une époque, quand la réglementation était différente. Et ces animaux étaient donc en vente libre en animalerie. Un ordre d'idée, c'était quelles années à peu près ça? On va dire que fin années 80, début 90. Quoi. Voilà. C'est un moment où la Terrario était quand même, fonctionnait d'une façon différente, Tout à fait. d'un point de vue notamment législation, que de ce qui se passe aujourd'hui. Exactement. Et donc elles ont été importées en masse parce qu'il faut avouer un truc, c'est qu'elles sont quand même atypiques ces tortues. C'est-à-dire que Complètement. on est sur une tortue déjà qui va faire, alors là on est sur une jeune encore, hein, c'est-à-dire que c'est une tortue qui peut encore grossir. Ouais. On a un jeune mâle, je crois. Ouais, c'est un mâle, oui. Et donc cette tortue-là, elle a encore une fois un look assez particulier avec ces fameuses écailles sur la queue, il y a cette gueule évidemment proéminente, il y a ses pattes. Un véritable dinosaure sur pattes. Exactement. Et donc elle a beaucoup plu pour cette raison-là. Exactement. Beaucoup été importée. Oui. Et le souci, c'est qu'évidemment chez nous, ça va poser un peu de souci. Le souci, c'est que déjà, elle peut grandir vite si elle est maintenue dans de bonnes conditions et si elle est nourrie convenablement. Et c'est des animaux qui peuvent atteindre quasiment 40-45 cm de carapace. Donc c'est des animaux qui deviennent relativement grands. Qui ont rarement un caractère docile. Hein. En règle générale, elles attaquent tout ce qui s'approche. Elles ont un fort appétit, donc tout ce qui s'approche, c'est susceptible d'être consommé pour elles, et en particulier tout ce qui bouge. Parce qu'on va peut-être préciser en plus que c'est une tortue qui n'est pas farouche. C'est-à-dire qu'en gros, pas du tout. C'est pas une tortue. Voilà, si je prends par exemple une tortue d'eau qu'on connaît chez nous, qui est la cistude d'Europe par exemple, Exactement. on va avoir une tortue qui va être très craintive, on va avoir une tortue qui va fuir l'homme. Clairement, on n'est pas sur ce cas-là. C'est-à-dire que là, on est sur une tortue qui ne va pas avoir peur et qui va attaquer, comme tu le disais un petit peu, voilà, tout ce qui va passer à proximité. C'est quasiment un réflexe chez elle, c'est-à-dire que tout ce qu'elle voit, elle observe et en règle générale, elle n'a même pas le temps de réfléchir. Elle a plutôt tendance à foncer dessus et à mordre. Bien sûr. Voilà. Donc dans la nature, elle peut prédater toutes sortes de proies. Bien évidemment, elle peut manger des poissons, mais ce n'est pas ses proies de prédilection, parce que les poissons sont parfois rapides, même si elle peut être rapide en happant, parce qu'on l'appelle tortue happeuse, tortue hargneuse. Elle a plusieurs noms vernaculaires. Elle a une vitesse de frappe impressionnante. Quand on ne connaît pas l'espèce, on est toujours impressionné par la vitesse à laquelle elle arrive à détendre son cou. Et notamment le cou, qui est très particulier aussi, parce que c'est vrai que là, voilà, là on l'a derrière, on va évidemment faire d'autres plans, d'accord, on va vous montrer ça, mais il faut savoir que c'est une tortue qui surprend aussi par rapport à ça, parce qu'on ne se rend pas compte, quand on la voit, de la taille de cou, je crois, tu me dis si je me trompe,
mais qu'elle peut, si jamais elle déploie véritablement son cou, ça arrive jusqu'à une demi-carapace quasiment derrière la tête, quoi. On peut considérer quasiment que le cou fait la longueur de la carapace. Ouais, voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on l'appelle tortue serpentine, parce que, ou tortue à cou de serpent, parce qu'elle a un cou relativement long. Alors, elle a une cousine à elle qui lui ressemble beaucoup, qu'on appelle la Macrochelys teminki, qui a changé de taxon, qui s'appelle Macroclemys teminki. Tortue La alligator. tortue alligator, exactement. vernaculaire. Et la tortue alligator, effectivement, peut être dangereuse, parce qu'elle a une mâchoire impressionnante. Par contre, elle n'a pas de mobilité au niveau du cou, et encore moins de détente. Donc elle a une technique de chasse totalement différente. Elle chasse à l'affût, posée sur le fond, avec la gueule ouverte. Elle a un petit leurre sur la langue. Comme un petit appendice. ver, en fait. Exactement. Elle leurre ses proies, les proies s'approchent, et elle n'a plus qu'à refermer sa gueule. Les tortues hargneuses procèdent d'une autre façon. Elles ne vont pas hésiter à marauder, à se trimballer. Alors bien souvent, elles mangent aussi des cadavres, des charognes, des choses comme ça qu'elles trouvent déposées au fond de l'eau. Mais il peut leur arriver de saisir un caneton sous l'eau, en le happant, des rats, des poissons, toutes sortes de proies. Tout ce qui est susceptible d'être ingéré, elle ne va pas hésiter à l'avaler. D'accord. Voilà. Donc voilà, une tortue encore une fois qui va être comme ça. Alors justement, à Paddy Park, au niveau de l'alimentation, comment est-ce que ça va se passer ici en captivité? Dans quelles conditions est-ce que vous la maintenez? Ouais. J'imagine que, enfin voilà, c'est conditions assez rustiques au final, parce que Exactement. il n'y a pas en plus, et c'est ça qui aussi contribue, je pense, au succès de cette tortue-là, C'est c'est ça. finalement, et à son problème, c'est qu'en fait, c'est une tortue qui s'adapte facilement parce que c'est pas comme certaines espèces qui, lors de grands froids, pourraient. Enfin voilà, c'est une tortue qui est résistante. Là, pas du tout, sans aucun Explique-nous problème. rapidement du coup ton bac, voilà. Alors le bac, il est tout simple. On a une grosse pompe, on a une grosse filtration de piscine, une filtration à sable dessus. Voilà, parce que les tortues en règle générale, ça pollue énormément. Tortue J'imagine que aquatique, ça, ouais. Voilà. C'est surtout par rapport aux déjections, parce que quand ces animaux se soulagent, bien évidemment, on a une eau qui est vite souillée. Alors ça ne nous empêche pas de faire des backwash régulièrement, c'est-à-dire de nettoyer la filtration le plus souvent possible, et puis de changer une grosse partie de l'eau aussi le plus souvent possible. Mais il n'y a pas de chauffage, il y a juste une grosse filtration, c'est tout. Il n'y a pas besoin de les chauffer. On pourrait les chauffer, mais ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est à les faire grandir très très vite si on les suralimente. C'est ce que certains éleveurs ont fait à une époque. Nous, on n'est pas du tout dans cette politique. politique-là. Voilà, c'est pas du tout notre politique. Nous, notre politique, c'est que les animaux grandissent harmonieusement, comme dans la nature, en gros. Ouais. Donc voilà. Après, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, au niveau filtration et maintien. Donc elle a aussi des fluctuations de température, puisque en été, en hiver, même à l'intérieur du bâtiment, on a quand même des fluctuations. C'est pas non plus comme à l'extérieur. Mais moi, j'ai maintenu et je maintiens encore plusieurs individus en extérieur chez moi, en bassin extérieur, et ça ne pose aucun problème, même l'hiver. Il y a 2 cm de glace à la surface du bassin. Elles sont toutes au fond, prises dans des racines de végétaux, et elles passent tout l'hiver. Nord du Canada, plus aux États-Unis, on va pas se mentir, hein, Exactement. c'est des températures très froides, même plus C'est la froides même qu'ici. chose, voilà. D'ailleurs, c'est ce qui peut, dans certains cas, déclencher la reproduction, puisqu'on a un cycle intéressant qui se rapproche de son biotope. Et c'est problématique, puisque justement, cette tortue, donc fut une époque, certaines personnes peu scrupuleuses en ont relâché pour s'en débarrasser, hein, parce qu'ils n'arrivaient plus à les gérer, soit au niveau place, soit au niveau comportement. Et de ce fait, on se retrouve avec des individus in natura en France, et ces individus, dans certaines régions, arrivent à se reproduire. Voilà. D'autant plus que c'est problématique parce que c'est une espèce qui est dangereuse. Alors, elle est classée dangereuse, mais en plus, elle a vraiment un comportement dangereux. Si on ne la connaît pas, on peut se faire mordre facilement. Hein. D'ailleurs, alors, on va y venir sur un point, c'est que, alors, tu vois, moi par exemple qui viens de Gironde, je suis allé me renseigner un petit peu. Aujourd'hui, il y a 33 soi-disant tortues hargneuses qui sont recensées sur le département. Oui. Tu vois, on imagine que c'est bien plus, parce que concrètement, on est dans un espace qui, en plus, est assez favorable à leur prolifération. Imagine un petit peu, je suis en train de faire ma promenade, voilà, je suis au bord d'un lac, que sais-je, je croise ce que j'imagine être une tortue hargneuse. Quelle est la bonne réaction à avoir et qu'est-ce que je fais? Alors la bonne réaction à avoir, c'est déjà de ne pas trop essayer de la capturer si on ne connaît pas, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un animal qui peut... Et puis en plus, bon, elle se laisse capturer difficilement, parce qu'il est rare de les observer. On peut les observer parfois en train de s'ensoleiller ou des choses comme ça, mais c'est une tortue qui a quand même... qui est souvent dans l'eau, sous l'eau. De l'eau boueuse en plus parfois. Voilà, elle aime bien, elle affectionne particulièrement ces endroits-là. Donc il est difficile de l'observer. Mais quand on l'observe,
le premier réflexe à avoir, c'est d'essayer de relever les coordonnées GPS de l'endroit où vous êtes, de façon à signaler la présence de cet individu auprès des services de l'OFB. L'OFB, c'est l'ancien service de l'ONCFS, donc c'est l'Office des forêts et de la biodiversité. Et éventuellement, vous pouvez aussi contacter votre DDCSPP, qui elle aussi a changé de nom récemment, qui ne s'appelle plus DDCSPP, mais bon. Et donc, quel service globalement, enfin celui qui va gérer un peu tous ces problèmes? Exactement, il y a un service faune sauvage. Donc vous pouvez éventuellement signaler la présence ce que vous avez cru identifier comme étant une Chelydra serpentina, donc une tortue hargneuse, à cet endroit-là. Et l'administration peut éventuellement dépêcher quelqu'un sur place pour tenter de capturer cet individu. Alors cette espèce n'est pas encore classée espèce exotique envahissante, mais je pense que ça ne saurait tarder. Pour plusieurs raisons, c'est que déjà, bon, il y a un problème de danger. Et la deuxième raison, c'est qu'on a un problème d'invasion potentielle, puisqu'elles se reproduisent dans certaines régions. Le long du canal du Midi à Toulouse, depuis plusieurs années, on observe des bébés. Oui, qui ne sont pas venus là, du coup, parce qu'aujourd'hui, autant dans les années 80... Ils sont nés là, quoi. Exactement. Voilà. Donc on a un gros problème, c'est que cette espèce va se reproduire et s'étendre sur le territoire. Et encore une fois, elle va prendre la place quelque part de la cistude dans certaines régions. Voilà. Qui est déjà en plus, qui a déjà des problèmes avec la tortue fleurie, qui a déjà énormément de soucis déjà. Petite parenthèse, j'ai déjà vu une vidéo d'une Chelydra serpentina en train de manger des œufs d'oiseaux sur une berge. Donc elle prédate aussi tout un tas de choses, tout ce qui est comestible entre guillemets. Et puis encore une fois, on parle d'une tortue qui a une mâchoire vraiment très puissante, ça veut dire que les bébés cistudes, enfin oui, même les jeunes, j'imagine que ça fait aussi partie du régime alimentaire sans aucun problème. Sans aucun souci, sans aucun souci. Même, je dirais, un gros individu, une Chelydra serpentina qui fait 35-40 kg, peut très bien manger une cistude de cette taille, quoi. Tout à fait, sans problème. Alors, on insiste bien, surtout éviter dans ces cas-là la manipulation, parce que c'est une tortue qui se manipule difficilement. Et on a souvent tendance à se dire, tiens, j'ai déjà vu une vidéo, il suffit de la prendre sur l'arrière de la carapace. Attention, parce que vous n'imaginez pas la puissance des pattes et des griffes que cette tortue a, sa longueur de cou, encore une fois, on revient toujours sur cette histoire-là. Et ce qui fait que si jamais vous n'êtes pas formé à ça, c'est vraiment le meilleur moyen d'y laisser un doigt, d'y laisser quelque chose. Exactement. Donc encore une fois, on signale les coordonnées GPS, on prend une photo, voilà, histoire de... Mais on ne s'approche pas, on reste prudent. Concrètement, si une espèce... Enfin, on a parlé un peu de l'espèce justement. Moi, ce que j'aimerais que tu me dises maintenant, c'est cette tortue-là que tu as, d'où est-ce qu'elle vient? Et c'est quoi son histoire rapidement? Alors, à titre d'info, j'en ai plusieurs. Toutes celles que j'ai, ce sont des dons ou des animaux qui ont été placés par l'administration, systématiquement. Alors j'en ai deux qui viennent de l'École nationale vétérinaire de Toulouse qui ont été retrouvés dans le canal du Midi à Toulouse. J'en ai deux autres qui ont été récupérés dans le bassin d'un particulier qui les avait maintenus illégalement durant des années. Et celle-ci a été retrouvée en Normandie, alors je ne sais où, mais c'est dans un plan d'eau ou dans une rivière. Mais voilà, c'est un animal qui a été trouvé in natura en France. Et donc en Normandie, donc région du Nord, on en revient, ça ne lui posait pas de problème de vivre ici? Non, sans aucun problème. On va revenir aussi maintenant sur l'espèce en tant que telle. Tout à l'heure, on a abordé un peu le fait qu'elle pondait. Globalement, niveau reproduction, comment est-ce que ça se passe chez cette animal? Alors, reproduction, comme chez beaucoup de tortues aquatiques, les mâles sont assez violents avec les femelles. C'est-à-dire que l'accouplement va se passer sous l'eau. Et le mâle a régulièrement tendance à mordre la femelle. Donc, il va s'agripper tout simplement à sa carapace, passer sa queue sous la sienne, cloaque face à face. Il va extérioriser son hémipénis, la pénétrer, et il va, par la même occasion, la mordre à plusieurs reprises sur la tête. Donc des fois, on a des femelles qui sont bien amochées. Exactement, C'est un bec relativement puissant. À l'issue de la gestation, la femelle va donc... La gestation, du coup, ça va durer à peu près... Alors, de mémoire, je crois que c'est à peu près 60 jours, mais je ne suis pas certain. Voilà, sans certitude. Je n'ai pas demandé à Raphaël de réviser avant de venir. Ensuite, la femelle va commencer à chercher un lieu de ponte. Donc elle va commencer à sortir. C'est des tortues qui justement sortent rarement. Elles peuvent sortir pour prendre quelques rayons solaires sur une souche, sur une branche qui dépasse, ou des trucs comme ça. Mais elles se mettent rarement sur la terre ferme. Ou alors, en période de sécheresse, éventuellement, pour chercher un autre point d'eau. Et là, la femelle, par contre, elle va donc sortir
pour chercher un lieu ponte. de nidification, de ponte. Et elle va donc creuser avec ses pattes arrière, elle est lourdement armée pour ça. Et elle va choisir un site de ponte, sur un endroit adéquat. Bien souvent, ce sont les berges ensoleillées ou des choses comme ça. Elle va y déposer sa ponte, elle va reboucher et elle va retourner dans l'eau, refaire sa vie. Alors les bébés, pareil, en fonction des températures auxquelles ils seront exposés, vont naître entre 60 et 120 jours sans problème. Et je crois qu'on est comme chez certains crocodiliens, c'est-à-dire que la température à laquelle le nid va être exposé va définir le sexe. Exactement, tout à fait. La détermination du sexe se fait grâce à la température, ce qu'on appelle la TSD, température, sexe, détermination, et chez beaucoup d'autres espèces de reptiles, et plus particulièrement des ophidiens, c'est GSD, génétique, sexe, détermination. Chez beaucoup de tortues, c'est la température qui va déterminer le sexe. On vous explique rapidement, c'est-à-dire que si jamais, je parle sous ton couvert, mais si jamais, en gros, vous êtes sur une température, on va dire qu'il y a un peu 3 températures généralement dans ces cas-là. Il y a une température charnière. Voilà, où là on va avoir un sexe ratio 50-50 en gros. C'est ça. Et en dessous de ça, du coup, on peut avoir soit des mâles, soit des femelles en fonction de l'espèce. Et au-dessus, on aura soit des mâles, soit des femelles en fonction de l'espèce. Exactement. Ouais. Juste donc pour continuer, ensuite, est-ce qu'elle a des caractéristiques physiques véritablement? On a parlé de sa, on a parlé de sa proximité, on va dire physique avec la tortue alligator malgré tout, même si on a évoqué déjà quelques différences. Comment est-ce qu'on reconnaît du coup une Chelydra serpentina? Ses caractéristiques. Il y a 2 sous-espèces déjà. Oui. Il y a Chelydra serpentina, Chelydra serpentina oceolata. Il y en a une qui a des petits picots très visibles au niveau du cou, plus prononcés que chez l'autre. Ce qui différencie les 2 sous-espèces, c'est la répartition géographique. Je ne pourrais pas vous dire exactement, c'est pareil, je n'ai pas révisé là-dessus, mais une chose est sûre, c'est qu'il y en a 2 sous-espèces. C'est une machine. La Chelydra serpentina, c'est une machine. C'est un véritable bulldozer, c'est un sous-marin bulldozer en fait. Elle est lourdement équipée, elle a des griffes acérées. Alors ces griffes vont lui servir pour gratter dans les berges et se glisser entre les racines de la végétation sous les berges, soit pour justement fuir la chaleur de l'été et se mettre dans des endroits plus frais, soit pour justement passer l'hiver dans des endroits bien à l'abri. Ça peut leur servir aussi à déchiqueter des proies. C'est-à-dire une Chelydra serpentina, quand elle attrape une grosse proie, elle va mettre un coup de gueule rapide, elle va prendre sa proie dans sa gueule, l'amener sous l'eau, la noyer. Et si la proie est trop grosse et qu'elle ne peut pas l'avaler d'un seul coup, ce qui est impressionnant par contre, c'est la taille des proies qu'elles arrivent à ingérer en une seule fois. Mais si vraiment c'est une grosse proie de type rat musqué, admettons, eh bien notre Chélide, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc saisir sa proie, la noyer, et avec ses pattes, elle va littéralement la déchiqueter pour pouvoir l'ingérer en morceaux. Ça m'amène juste à faire 2 petites remarques un peu complémentaires. Comme pour les serpents, les Chelydra serpentina, elles ont ce qu'on appelle la voûte glottique. Tiens, en gros, c'est le petit trou, vous savez, que vous avez dans la gueule, qui va lui servir justement à ingérer comme ça et respirer en même temps des proies, vraiment, quand elles occupent vraiment la taille entière de la gueule. Et la deuxième chose que je pensais, c'est, souvenez-vous ce qu'on a dit par rapport à la filtration. Ce genre de truc-là, évidemment, quand vous avez, on essaie d'adapter les proies, évidemment, en captivité aussi, mais ce réflexe qu'elles ont, comme beaucoup de tortues, comme ça, de venir déchiqueter, ça vous pollue l'eau de façon absolument énorme. Complètement. Voilà. Donc c'est pour ça que nous, en acclimatation, effectivement, on leur donne des proies de taille adaptée de façon à ce qu'elles les ingèrent entières. Directement, même. Pour vous donner un ordre d'idée, une Chelydra serpentina de cette taille, un rat de 300 grammes, en 2 coups de gueule, le rat est ingéré en une seule pièce. Elle ne va pas le déchiqueter. Elle va l'attraper par la tête, elle va le retourner et hop, c'est fait. On peut lui donner un pilon de poulet avec le manchon au-dessus, c'est la même chose. C'est en une seule pièce. Par contre, si on lui donne bien évidemment un lapin de 1,5 kg, ça va être plus long. Là, ça va être déchiqueté. Voilà, exactement. Très bien. Je ne sais pas si jamais tu vois d'autres informations à donner par rapport à la Chelydra serpentina. Alors, sa morphologie, qui est vraiment atypique. Il est vrai que, comme je disais tout à l'heure, c'est un petit dinosaure sur pattes. C'est une espèce qui a peu évolué depuis des millions d'années morphologiquement parlant, et elle est hyper adaptée à son mode de vie et à son mode de prédation, C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on la voit, on a l'impression que ça vient presque d'un autre âge. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en fait, c'est une tortue qui est très bien adaptée, encore une fois, à son univers, et qui en fait justement un redoutable prédateur. Ça qu'on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment un prédateur qui est ultra redoutable, et qui, encore une fois, zéro crainte, zéro quoi que ce soit. Non, elle a peur de rien. Et c'est une espèce dont on se sert régulièrement pour former les pompiers. Oui. Parce que les pompiers sont de plus en plus confrontés à ces animaux.
Alors, ce qui est marrant, c'est que quand les pompiers nous voient arriver avec une tortue, ça les fait rigoler. Ouais, ils rigolent moins après, j'imagine, quand ils voient la tortue en question. Exactement. Quoi. Et quand on leur montre un petit peu comment ça se comporte et de la façon dont il faut l'aborder, bien souvent ils nous disent ah ben merci beaucoup de nous avoir expliqué. Parce que honnêtement, on était loin de se douter que cet animal pouvait avoir ce comportement et surtout cette vitesse de frappe et les blessures qu'elle peut engendrer. Ouais, bien sûr, voilà. Évidemment. Eh bien, écoute, Raphaël, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Globalement, je ne sais pas si tu vois des choses, encore une fois, qu'on pourrait rajouter. Non. Peut-être juste, donc ici, au niveau de l'alimentation, à Paddy Park en tant que tel, Ouais. qu'est-ce que vous lui donnez précisément? Alors ici, nous, on lui donne des pilons de poulet, on lui donne des rats et on lui donne aussi des poussins. D'accord. Voilà. Donc, du coup, une nourriture que vous variez, j'imagine, enfin... On alterne. Voilà, histoire que d'un point de vue protéines, ce soit un peu... Exactement. Il faut quand même de temps en temps lui donner des proies entières avec un foie de façon à synthétiser correctement. Ouais. Donc on lui donne des rats, on va dire, une fois sur 3 repas. Après, c'est pilons de poulet et poussins. Et voilà, des nourritures un peu moins riches, du coup, on est Exactement. sur la volaille, Alors en plus, c'est une espèce qui a une forte tendance à l'obésité. J'ai vu énormément de Chelydra serpentina obèses en acclimatation. Pourquoi? Parce qu'on les nourrit bêtement à fréquence régulière. Déjà, on ne tient pas compte de leur activité. Il faut tenir compte de ça, c'est une notion importante. Un animal qui a beaucoup d'activité va se dépenser, donc on va pouvoir le nourrir, mais si on le nourrit bêtement sans qu'elle ait d'activité, on rentre ensuite dans un cercle vicieux. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais quand on regarde sous le plastron, encore une fois, je répète, sur la tortue, la carapace, c'est le dessus, et en dessous, vous avez le plastron. C'est une tortue qui est grasse, en fait, on le voit, et qui a tendance déjà à développer des masses de graisse. Voilà, c'est ça. Et on va avoir l'occasion sans doute de filmer tout ça. Mais c'est vrai que voilà, c'est effectivement un des autres soucis que vous allez trouver avec ce genre d'animaux. Et tu as raison, c'est vrai qu'en captivité, elles n'ont forcément pas la même dépense qu'en milieu naturel. Ou encore une fois, comme tu l'as dit. Et puis la fréquence de nourriture. La fréquence de nourrissage, on les nourrit souvent plus, elles sont dans des conditions optimales. Et puis, voilà, encore une fois, c'est une tortue qui, en milieu naturel, va pas être comme ça comparse la tortue alligator à rester à l'affût, mais une tortue qui va chasser, donc une tortue qui fait des efforts. Et donc voilà, tout ça, effectivement, il faut y faire attention et donc adapter le nourrissage. Au niveau température, donc, tu nous as dit qu'il n'y avait pas besoin spécialement de chauffer ni quoi que ce soit. J'imagine qu'il n'y a pas besoin. Niveau luminosité, c'est pareil en fait. Alors, niveau luminosité, il faut une photopériode de tout ce qu'il y a de plus classique, 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Est-ce que tu as une hibernation? Alors, nous, on les cycle de façon à ce qu'elles aient une température beaucoup plus basse l'hiver. Bon, en présentation au public, nous, effectivement, à l'intérieur du bâtiment, c'est plus difficile. Mais quand on les mettait en extérieur, ça pose aucun problème. Ça pose aucun souci. Alors après, ça peut devenir problématique en extérieur si on a des individus de sexes différents. On peut se retrouver avec de la reproduction. Alors, c'est pas une espèce dont la reproduction est à privilégier ces années-là, si ce n'est pour les céder à d'autres parcs zoologiques. Mais je sais que les parcs zoologiques, actuellement, pour beaucoup, on leur en propose régulièrement. Et puis d'ici quelques années, je pense qu'on va être tous bien garnis en Chelydra serpentina. Et qu'au final, voilà, il n'y aura pas besoin de... Peut-être pas, non. Quand on parle, ça de vos missions de protéger, etc., c'est pas une priorité, on va pas se mentir. Non, voilà, non, c'est pas... Le cheptel est déjà assez grand. Exactement. Et en fait, à l'heure actuelle... statut juridique 3C, certes, mais... 3C, du coup, donc c'est 3 CITES et C, Convention européenne. C'est pas pour autant qu'elle est en danger critique d'extinction. Alors, et ça risque d'évoluer en plus, cette législation. On peut avoir des espèces qui sont en danger critique d'extinction et qui sont invasives dans d'autres pays. Oui, bien sûr. Ça peut arriver. Tout à fait. Donc on ne sait pas quel sera son devenir, mais effectivement, il serait bien qu'elle soit au moins classée espèce exotique envahissante. Ça ne changera pas grand-chose au problème actuel, mais... Mais au moins, ce sera officiel. Exactement. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour, globalement. Raphaël, je tenais à te remercier pour nous avoir présenté la Chelydra, cette tortue si spéciale. Et puis, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous voulez découvrir du coup une Chelydra, en apprendre encore un petit peu plus, eh bien venez à Paddy Park, tout simplement. Voilà, vous voyez qu'il y a des tas d'informations qu'on peut acquérir. Et venez vous renseigner, tout simplement. Venez l'admirer ici, ce sera bien mieux que d'essayer de s'en procurer une à vous. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Écoutez, moi je vous dis en tout cas à très bientôt sur la chaîne. On se retrouve très très vite avec Raphaël pour continuer à faire le tour un petit peu des installations ici, à présenter d'autres choses. Il y a d'autres tortues qui nous attendent, il y a plein d'autres reptiles. Bref, on va se régaler. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous. À bientôt.